Bonjour Jean-Pierre Farandou. Bonjour. Bonjour. L'année 2023 va s'achever dans quelques jours. Est-ce que le patron de la SNCF que vous êtes est satisfait de l'année qui vient de s'écouler ? Ouais, globalement, l'année 2023 est partie pour être une bonne année. Ça va démarrer un peu compliqué avec la grève pour les retraites. La SNCF était dedans. Ça nous a fait perdre de l'argent, à peu près 400 millions d'euros de pertes de chiffre d'affaires, 300 millions d'euros de résultats en moins, donc c'est significatif. Mais malgré tout, grâce à un été très dynamique, avec beaucoup de monde dans les trains, on est absolument ravis que les Français choisissent le train pour voyager. Une Coupe du Monde de rugby réussie, ça nous a fait plaisir. L'année, elle va bien se terminer. De quel ordre, les résultats, vous commencez à avoir une idée ? C'est encore trop tôt, vous savez, Ouais. les résultats, on ne peut pas encore trop en parler. Vous avez eu un premier semestre plutôt bon, croissant ? Oui, on a un premier semestre. On a senti quand même au premier semestre qu'on était un petit peu en retard sur le chiffre d'affaires à cause de la grève. Donc voilà, on va voir comment on peut rattraper tout ça. On a aussi notre grosse filiale logistique Géodis qui a quelques sujets, puisqu'on voit que les échanges internationaux de marchandises entre l'Asie et l'Europe se tassent un peu. Voilà, donc c'est encore un peu trop tôt. Globalement, ça sera une bonne année, mais avec cette grève des retraites qui nous a un peu plombé les comptes en début d'année. Et il n'y aura pas d'autres grèves, pas de grève à Noël, ça c'est sûr. Les syndicats le disent, c'est important, c'est eux qui posent les préavis, donc voilà, les syndicats l'ont dit, moi je leur fais confiance. Vous êtes soulagé ? Moi je pense que la fierté de la SNCF et des cheminots, c'est de faire en sorte que les familles puissent partir en vacances, d'autant plus qu'on a 4 millions de réservations pour ces vacances de Noël, donc c'est considérable. Je pense qu'une grève aurait fait très mauvais effet. Voilà, et peut-être aussi que la direction a fait ce qu'il fallait, parce que s'il n'y a pas de grève, c'est aussi qu'on a, je pense, bien travaillé sur la négociation annuelle obligatoire, avec 2 syndicats sur 4 qui l'ont signé, et s'ils l'ont signé, c'est qu'on avait de la matière pour convaincre. Vous avez consenti à des augmentations, c'est ça, pour l'année prochaine ? On a fait des augmentations pour l'année prochaine, ce qui est normal, parce qu'on sait que l'inflation est là, le pouvoir d'achat est un vrai sujet pour les cheminots comme pour les Français. Et depuis presque 3 ans, nous accompagnons, d'un point de vue salarial, cette augmentation du prix, du coût de la vie. Voilà, et je pense que cette négociation réussie explique aussi pourquoi le climat social s'est un peu détendu à l'approche des vacances de Noël. 4 millions de voyageurs, vous nous disiez, ça fait quel taux de réservation pour les prochaines vacances de Noël ? À 4 millions de voyageurs, ça veut dire que les trains sont très remplis. On doit être autour de 85% ou 90% de remplissage. Et c'est plus ou moins que l'année dernière ? Le seul premier week-end, c'est 1 million de voyageurs. Le premier week-end qui a des vacances, c'est plus que l'année dernière. Il y a vraiment un engouement très fort pour les Français. On est absolument ravis, puisque prendre le train, c'est concilier la mobilité et la protection de la planète. Donc c'est formidable. Les Français font le choix du train et se déplacent massivement en train pour ces vacances de Noël. Bon, vous connaissez les critiques. Il y a toujours un sujet sur le prix du billet de train, notamment à Noël, où ça a atteint des sommets. Est-ce que le prix du billet est forcément plus cher si on réserve juste avant son départ ? Le prix du billet de train, oui, on m'en parle chaque fois que je viens dans les médias. Oui, mais c'est parce qu'il y a un sujet. Oui, dans les dîners en ville ou en famille aussi. Donc effectivement, je confirme qu'il y a un sujet. Peut-être quand même, rappeler déjà qu'en moyenne, le coût d'un billet de TGV, c'est 45 €. C'est moins cher que d'aller en taxi à Roissy. Voilà, qui coûte à peu près 50 €. Voilà, donc il faut quand même relativiser toujours un peu les choses. C'est cher, oui, mais par rapport à quoi ? Effectivement, il y a le sujet que vous évoquez, c'est à partir du moment où les trains sont très remplis, les mécanismes dits du yield management font que les prix au dernier moment sont plus élevés. Ça veut dire que les prix fluctuent en fait en fonction de l'offre et de la demande. C'est d'une minute à l'autre, on n'est pas sûr d'avoir le même prix, c'est ça ? Oui, ça fait d'une minute à l'autre, peut-être pas. Il y a des paliers de prix. Effectivement, il y a des analystes qui regardent comment les trains se remplissent. Et quand les trains se remplissent beaucoup, notamment dans les derniers moments, les prix sont plus élevés. Il y a moins les petits prix. Quand on ouvre à la réservation, vous avez des premiers prix, vous avez des petits prix qui disparaissent au fur et à mesure qu'on se rapproche du départ du train, surtout si le train est très rempli. Mais il y a des parades pour ça. D'abord, il y a les Ouigo. Oui. Les Ouigo, c'est des places à 15 € ou 25 €. Et un quart de nos places TGV sont des Ouigo. Et notre intention stratégique, d'ailleurs, c'est de passer à 1 sur 3, de développer l'offre Ouigo. Deuxièmement, vous avez le formidable succès de la carte avantage, qui évite ces phénomènes justement de management, qui les cantonne en quelque sorte, qui font la réduction et qui cantonne les prix. Et puis enfin, quand vous savez réserver malin, on voit très bien d'ailleurs quand on ouvre la réservation, parfois les TGV, 3 TGV sont achetés en 1 minute, c'est considérable, parce que les gens vont chercher ces petits prix à l'ouverture de la réservation. Voilà. Et quand on regarde ce qui va se passer pour l'année prochaine, d'ailleurs, on a pris des décisions de geler les prix, tous les petits prix, les Ouigo, les Intercités, la carte avantage, tout ça sera gelé pour l'année prochaine. Oui, mais alors du coup, vous nous voyez venir. Si on gèle les prix des Ouigo, des Intercités, qu'on plafonne le prix de la carte avantage, où est-ce qu'on va trouver les augmentations dans les prix des TGV ?
Sur les augmentations des prix des TGV inouïs, ne sont pas encore calées. On est en train de travailler dessus. Bon, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que nos coûts vont augmenter de 6% entre 24 et 23. Et la raison principale, c'est l'augmentation des coûts des péages. Vous savez, c'est ce que vous payez quand les trains roulent sur une ligne. Et 40% en fait, du prix du TGV, c'est du péage. C'est comme ça. Ils ont pris 8% parce que les coûts de maintenance et de production de l'infrastructure ont eux-mêmes beaucoup augmenté à cause de la crise en Ukraine et ses conséquences, notamment sur l'énergie. Voilà, je peux vous rassurer, on ne va pas répercuter tous ces coûts. Et déjà, je peux vous dire en fait que les coûts ou l'augmentation du prix du TGV sera pas plus importante que l'inflation. Voilà, on part sur ces bases et les chiffres seront affinés dans les jours et les semaines qui viennent. Mais ça va augmenter un peu. Ça va augmenter un peu parce qu'on est obligé, parce que si on n'augmentait pas, c'est ce que vous dites. Par exemple, on a des problèmes de capacité. Tous les Français le disent, vous l'avez dit vous aussi, on a du mal à trouver des places. Pour trouver des places, il faut acheter des trains. Pour pouvoir acheter des trains, on a commandé 100 rames TGV nouvelles qui arriveront à partir de 2025, il faut des moyens pour les acheter, il faut de l'argent pour les acheter. On va ouvrir d'autres ateliers, on va aménager des ateliers, il faut investir. Et enfin, n'oublions pas que tout l'argent que la SNCF gagne, pas seulement le TGV, notre filiale Géodis, Keolis et les autres, on le réinvestit dans le ferroviaire français. On n'oublie pas qu'on s'appelle Société nationale des chemins de fer français, on n'oublie pas, 95% des investissements se fait sur le ferroviaire français. Pas de grève à Noël, vous nous disiez, Jean-Pierre Farandou, mais on est sûr de rien en ce qui concerne l'année prochaine et la période des Jeux Olympiques. Écoutez, Sophie Binet, elle était hier à votre place, la secrétaire générale de la CGT. Le meilleur moyen d'éviter des grèves, c'est que les revendications soient entendues avant. Ça ne fait plaisir à personne de faire grève. La CGT, elle entend que tous les salariés qui sont concernés par les Jeux Olympiques, leurs droits soient respectés et qu'il y ait des conditions claires en matière d'organisation et de droit du travail. Et si ces conditions ne sont pas au rendez-vous, oui, il pourrait y avoir des grèves. Ça fait partie de vos préoccupations, ça, la possibilité d'une grève pendant les Jeux Olympiques ? Oui, alors d'abord, moi je voudrais dire qu'il y a beaucoup d'observateurs qui ont l'impression que tout le monde souhaite que ça aille mal. Moi je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit, moi je ne suis pas dans la sinistrose ambiante. On va y arriver, moi je suis enthousiaste d'abord, c'est quand même une chance extraordinaire que les Jeux Olympiques se passent à Paris, dans notre pays, le monde entier va nous regarder. Bon, moi j'y vais avec un moral de gagnant, parce que c'est une compétition en fait, la préparation des Jeux Olympiques. Si vous partez battu, vous allez être battu. Moi je pars gagnant, on va y arriver. Voilà. Alors le social en fait partie. Le social, on a déjà vu 2 fois les organisations syndicales au mois de novembre, et elles sont d'accord pour travailler avec nous. Il y aura une réunion par mois bien préparée pour justement faire remonter tous les points, comme l'a dit Madame Binet, les enjeux sociaux, les enjeux de conditions de travail, les enjeux de réalisation du travail. On va les travailler ensemble. Et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Oui, moi j'ai confiance parce qu'on se prépare. Ça, on n'a pas attendu aujourd'hui pour se préparer. Ça fait 4 ans qu'on se prépare. C'est une Olympiade pour nous aussi. Oui. On a commencé dès 2019. Qu'est-ce que ça veut dire quoi qu'en termes de recrutement, parce qu'il faut du personnel pour les Jeux Olympiques. On va en parler, mais juste pour terminer sur la question sociale pendant les Jeux Olympiques, vous nous dites vous êtes confiant, vous travaillez bien avec les syndicats, vous n'aurez pas à acheter la paix sociale au premier semestre. On va discuter, on va négocier, on va discuter, on va écouter, voilà, on va travailler avec eux. Oui, bon, moi j'ai confiance dans le dialogue social. Par exemple, sur le Covid, on l'a fait. On a traversé le Covid sans une grève parce qu'on a co-construit avec les organisations syndicales responsables la manière de travailler dans une crise sanitaire. C'est le même état d'esprit que je propose aux organisations syndicales. Préparons-nous ensemble à réussir les Jeux Olympiques à la SNCF. Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, est avec nous jusqu'à 9h. On vous retrouve juste après le fil info 8h41. Maureen Suignard. Je regrette que nous perdions du temps pour protéger les Français, dit ce matin le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin, maintenu à son poste malgré l'adoption d'une motion de rejet hier. Les députés refusent d'examiner son projet de loi immigration. Le président l'a chargé avec la première ministre de trouver une solution. L'acteur Dylan Robert, mis en examen pour assassinat, le César du meilleur esport masculin en 2019, est placé en détention provisoire. Il est soupçonné d'être impliqué dans le meurtre d'un adolescent à Marseille il y a 2 ans, d'avoir conduit à scooter l'auteur de l'assassinat. Le président ukrainien espère que les parlementaires américains vont débloquer une enveloppe d'aide de 61 milliards de dollars. Volodymyr Zelensky les rencontre aujourd'hui. 3e visite du chef de l'État à Washington depuis le début de la guerre avec la Russie il y a presque 2 ans. Officiellement, la COP28 est terminée. En tout cas, l'heure fixée pour trouver un accord est passée à Dubaï. Les négociations vont tout de même se poursuivre. C'est la question de la sortie des énergies fossiles qui est la plus sensible. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Toujours avec Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF. Vous nous disiez juste avant le fil info, nous nous préparons avec les syndicats pour les JO, mais vous savez ce qu'ils demandent, les syndicats, ils demandent une compensation financière pour les cheminots parce que vous leur demandez de ne pas prendre de vacances. Elle sera de quel ordre cette compensation financière ? Ça fait partie des choses qu'on discute, on a commencé à en discuter, on a encore le temps de finaliser tout ça, donc on avance. Moi je ne trouve pas ça anormal, puisqu'effectivement on va essayer de convaincre les cheminots de moins partir en vacances, puisque
les Jeux Olympiques, ça se passe l'été. L'été, d'ailleurs, on a aussi beaucoup de trains à faire passer. Il n'y a pas que les JO, il y a aussi la desserte, la Côte d'Azur, de la Bretagne et du Sud-Ouest. Voilà, donc il faut qu'on fasse tout ça. Donc c'est vrai que notre intérêt, bien compris, c'est qu'il y ait des cheminots qui acceptent de rester travailler pendant l'été. Donc il faut une incitation. Voilà. Deuxièmement. Mais de quelle heure? Parce que dans la presse, on a lu, il y a eu des fuites de 50 € bruts par jour en plus. Ce serait de cet ordre-là? On discute. Voilà, il y a une base de discussion. On est là pour l'affiner. Puis deuxièmement, il y a aussi une incitation. Enfin, je veux dire, à la masse de travail qui devra être faite. Donc aussi, c'est normal aussi peut-être voilà, d'avoir des primes spécifiques parce que travailler dans ces moments-là, il y aura beaucoup de monde dans les gares, il y aura beaucoup de monde dans les trains. Donc c'est pas normal non plus qu'on complète un dispositif d'incitation financière. Voilà, ça fait partie des thèmes de discussion. On n'est pas les seuls d'ailleurs. Je crois que toutes les entreprises discutent de ça. Je crois que l'aspect emploi et effectif est aussi important. Et les organisations syndicales nous le disent. Et c'est Vous pour ça manquez qu'on a d'effectifs? anticipé le recrutement. Comment? Vous manquez d'effectifs à l'approche des JO? Non, parce qu'on l'a prévu, on a anticipé. Je rappelle que cette année, on a recruté près de presque 8500 cheminots parce qu'on a anticipé par rapport aux JO. On continue l'année prochaine avec plus de 7000 recrutements, donc 4000 pour le premier semestre. Alors l'idée, c'est d'arriver avec un peu d'avance, un peu d'anticipation sur les recrutements. Alors ça va aider, bien sûr, à passer tout ça. Deuxièmement, et vous parvenez à attirer, malgré, là aussi, votre sujet sur les salaires. Sophie Binet en parlait hier, elle disait les bases de salaire à la SNCF sont vraiment très très basses. En fait. Donc ça n'incite pas effectivement à aller à la SNCF et plutôt à aller à la concurrence européenne qui est sur le marché français. C'est pas ce qu'on constate. Donc nous on a même 35 000 CV qui arrivent. On arrive à recruter, on recrute, je vous dis, 8500 personnes. On fait les efforts pour. Donc nous, on ne constate pas de difficulté, d'impossibilité à recruter. Peut-être qu'il faut être plus proactif sur le marché de l'emploi, mais ça, on le fait. Voilà, quant au salaire, ils sont quand même, je veux dire, ils sont corrects. Je ne dis pas qu'ils sont élevés à la SNCF. Il ne faut pas dire que la SNCF, c'est tous des nantis, des gens qui gagnent trop d'argent. Ce n'est pas le cas. Ils gagnent un salaire normal. On discute, je le redis, pendant 3 ans, on a augmenté la masse salariale de la SNCF dans des proportions significatives. Ça fait partie des sujets de la discussion. Mais la préparation des JO, c'est bien sûr l'aspect personnel et l'aspect dialogue social, mais c'est pas que ça. Oui, il y a aussi l'infrastructure. Juste à votre place, la semaine dernière, il y avait le ministre des Transports qui admettait que aujourd'hui, au mois de décembre, sur ce dossier-là, on n'était pas encore prêt. À la SNCF, est-ce que vous estimez que vous serez dans les temps? Nous, quand on regarde les choses sur les grands chantiers d'infrastructure, parce qu'il y en avait, notamment la mise en accessibilité des gares concernées, on sera prêt au printemps. Sur le lancement des halls jusqu'à Nanterre, on sera prêt au printemps, donc on sera prêt. Les rames sont en train d'arriver, les rames neuves sont en train d'être testées. Sur les effectifs, on sera prêt. La maintenance du matériel, on va l'anticiper, on sera prêt. Les infrastructures, il n'y aura pas de travaux pendant l'été, donc on les anticipe. C'est pour ça aussi qu'on a parfois quelques retards, parce qu'on anticipe les travaux pour ne pas en faire pendant l'été, pour que les trains soient tranquilles, ne soient pas perturbés par les travaux. Le seul élément où on a encore un peu de boulot, il y en a un quand même, c'est les volontaires. On aura besoin de renforcer l'accueil dans les gares avec 10 000 volontaires. On est aujourd'hui à 3 000 volontaires environ. Oui, il en manque beaucoup alors. Ouais, là-dessus, mais on a encore 8 mois. Donc là-dessus, on va augmenter les volontaires. On va peut-être faire appel aussi à des étudiants pour venir nous aider. Donc là-dessus, on a encore un peu de travail pour être sûr de disposer de l'ensemble des personnels nécessaires pour bien accueillir tous nos clients dans les gares des Jeux Olympiques. Gros chantier pour les JO et l'annonce aussi la semaine dernière par le ministre des Transports du lancement du Pass-Rail l'année prochaine. 49 € pour circuler partout en France de manière illimitée en TER. Vous visez combien de clients ? Moi, de toute manière, tout ça, ça me va très bien parce que vous savez que moi, je suis porteur d'une vision simple. Je veux mettre 2 fois plus de personnes dans les trains, 2 fois plus de marchandises dans les trains. Mais il faut pouvoir les accueillir, tous ces gens. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça qu'il faut des plans d'investissement dans le réseau. Vous savez, il y a un plan à 100 milliards. Enfin, voilà, on se donne les moyens d'y arriver. Ça mais 2 fois plus à quel terme ? 15 ans, pardon ? 2 fois plus à quel terme ? Pour faire 2 fois plus, il faut faire des travaux sur le réseau. Il faut être raisonnable. Donc, il faut 10-15 ans à peu près pour y arriver. Non, mais c'est pas... Vous savez, c'est du temps long. Mais 10-15 ans, ça fait... On est autour de 2040. D'ailleurs, le plan d'avenir des transports annoncé par la Première ministre en début d'année, c'est horizon de 2040. Voilà. Oui. Mais l'investissement d'aujourd'hui, c'est la qualité de service de demain. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut mettre de l'argent dans le réseau. Si on veut de la fiabilité, de la régularité, de la capacité, il faut mettre de l'argent dans le réseau. Donc ce Pass-Rail, ce sera pour l'été prochain ? Vous avez une date de lancement ? Nous, on est aux ordres du ministre. On est aux ordres du ministre qui discute avec les régions parce que la concrétisation technique de ce Pass-Rail, c'est la SNCF qui va le faire. Bon, les discussions sont en cours, mais je me réjouis. Tout ce qui contribue à amener plus de clients dans les trains, et je le redis au nom de la transition écologique, c'est le bon comportement. Il faut encourager tous les Français à prendre davantage le train, qui est un mode peu polluant et qui permet de combiner mobilité et protection de la planète. Et alors, ces 100 milliards d'euros d'investissement pour les financer, le gouvernement veut taxer davantage les sociétés d'autoroutes et les aéroports.
l'aéroport. Et dans les deux secteurs, vous l'imaginez bien, on n'est pas content. Ils sont en colère. Est-ce qu'ils vous appellent, ces patrons d'ADP ou de Vinci Autoroute, pour pousser un peu une gueulante? C'est pas le président de la SNCF qui fait la fiscalité du pays. Vous êtes bien content aussi, parce qu'ils vont financer en partie vos investissements. Non, mais écoutez, c'est un débat de politique générale, de politique publique. Donc, je pense aussi qu'il y a beaucoup de projets de développement qui ont été annoncés par le gouvernement, notamment, je pense, aux services express régionaux métropolitains. Il y a beaucoup d'études, il faut lancer tous ces sujets. Bon, le gouvernement a besoin de trouver des financements par rapport à tout ça. Après, il décide des mesures fiscales nécessaires pour assurer ces financements. Vous allez être tout à l'heure, Jean-Pierre Farandou, à l'arrivée du train de nuit Berlin-Paris. C'est le grand retour cette semaine des trains de nuit. Il y avait Aurillac hier. Le ministre Clément Beaune fait le trajet, comme d'ailleurs Sébastien Bayer de France Info qu'on entendait tout à l'heure et qui nous disait qu'il y avait 32 minutes de retard à Strasbourg. Est-ce qu'il va être rattrapé ce retard ? 32 minutes, il faut voir. Je ne connais pas la marche du train. Peut-être, je pense qu'on peut en rattraper une partie. J'espère en tout cas qu'on se rapprochera de l'arrivée à l'heure de ce train à Paris. Relancer ce train de nuit 9 ans après son interruption, est-ce que c'est une manière de dire que la concurrence des vols low cost, de l'aérien, ça ne vous fait pas peur ? C'est surtout de montrer comment le ferroviaire peut assurer la liaison entre deux grandes capitales européennes. C'est un train de nuit, c'est pratique, on voyage en dormant. Je pense que les jeunes Français, les jeunes Parisiens, ils iront à Berlin et réciproquement. Donc c'est formidable, voilà. Je vous pose la question du low cost et de l'aérien, parce que j'avais fait le test là tout à l'heure, avant l'émission. Paris-Berlin, ce soir, mardi, 156 € pour un peu plus de 8h30 de train, contre 153 € en 1h30 en avion. Est-ce que vous êtes compétitif ? Non, mais vous comparez le prix le plus bas de l'aérien avec Non, là vraiment j'ai fait le test comme n'importe quel utilisateur. Vous avez des places à 29 € aussi pour aller à Berlin. Voilà, donc il faut comparer ce qui est comparable. Non, puis dire aussi que le train de nuit c'est Paris-Berlin, mais c'est le Paris-Aurillac que vous avez évoqué. Le train de nuit permet d'aller dans tous les territoires en France. Donc c'est le renouveau de ce train de nuit en Europe pour des relations internationales, mais aussi en France. Ça permet d'aller dans les territoires un peu reculés, mal desservis en TGV. Donc le train de nuit, je pense qu'il a vraiment sa place dans l'offre ferroviaire qu'on propose à tous nos concitoyens. Alors moi, je suis une femme et je me pose la question de la sécurité quand même dans ces trains de nuit. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour qu'on se sente en sécurité ? Il y a des voitures réservées pour les femmes, bien évidemment. On fait très attention à ces sujets. Vous avez raison de le souligner. Il faut que les femmes, dans les trains de nuit comme dans tous les trains d'ailleurs, se sentent en sécurité quand elles prennent le train. C'est un vrai sujet. On le sait d'ailleurs, récemment, il y a une initiative de prise dans les transports en commun, de levons les yeux. Soyez attentifs à tout ce qui peut se passer dans un train. Mais sur les trains de nuit en particulier, la sécurité est absolument assurée, avec des compartiments dédiés aux femmes, avec des serrures à l'intérieur qui permettent de se fermer, la surveillance de nos agents à bord. Voilà, on met bien sûr, on met le package, on fait tout ce qu'il faut pour que les femmes se sentent en sécurité dans les trains. Sachant qu'on se retrouve dans le même compartiment que des inconnus, on n'est pas forcément rassuré. Les choses ont sans doute évolué d'ailleurs parce que la société française aussi évolue et le rapport à la sécurité n'est plus le même. Alors dans le train de nuit Paris-Berlin, on a du matériel récent qui est neuf, qui permet d'ailleurs aussi, alors ça coûte un peu plus cher, mais on peut avoir des wagons pour deux, voire pour une seule personne. Voilà, donc on arrive à traiter le problème, j'allais dire, de ce sujet. Bon, de notre côté, c'est un choix, on le sait, quand on prend le train, c'est un transport collectif. Oui. On peut même dire que ça fait partie du charme. Il y a des conversations qui se font dans les trains de nuit, moi, pour l'avoir pris dans les couloirs. On se met à discuter avec des inconnus, c'est pas déplaisant non plus. L'autre n'est pas forcément un ennemi. Je veux dire, de couvrir la capacité à échanger et à dialoguer, c'est peut-être pas non plus inutile. Et moi, je pense qu'en fait, ça fait partie du charme de ces trains. Un peu comme une croisière, on a le temps de découvrir l'autre. Et ma foi, c'est pas si mal. Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, est avec nous sur France Info jusqu'à 9h. On vous retrouve dans une minute, juste après le fil info, 8h51. Maureen Spignard. L'Assemblée générale de l'ONU se réunit aujourd'hui pour se prononcer sur une résolution sur la situation humanitaire à Gaza, sur un éventuel cessez-le-feu. La situation se dégrade toujours. L'armée israélienne accepte tout de même l'ouverture d'un deuxième point de contrôle pour inspecter plus rapidement l'aide humanitaire entrant dans le territoire palestinien. Le ministre de l'Intérieur dit vouloir très rapidement des mesures de fermeté. Gérald Darmanin est en déplacement dans un commissariat de la région parisienne. Ce matin, les députés hier ont refusé d'examiner son projet de loi immigration. Ce texte qui va maintenant repartir au Sénat ou bien être discuté en urgence au sein d'une commission mixte paritaire composée de députés et de sénateurs. L'augmentation du prix des billets pour les TGV inouïe ne sera pas plus importante que l'inflation l'année prochaine, promesse sur France Info du PDG de la SNCF. La semaine dernière, le ministre des Transports avait annoncé un gel des tarifs pour les Ouigo et les Intercités. Dernier match de Ligue des Champions de football pour le RC Lens ce soir. Lens face au FC Séville dès 18h45. Les 100 et or sont déjà éliminés mais peuvent se qualifier pour la Ligue Europa s'ils ne perdent pas. France Info. Le 8-30 France Info,
Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Toujours avec le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou. Le futur TGV M, c'est la dernière génération de trains attendue à la SNCF. Qu'est-ce qu'il a de plus? Qu'est-ce qu'il a d'innovant? On est très fiers de ce nouveau train qui est vraiment très, très, très innovant en plan technologique. Mais je crois que la finalité principale, c'est la capacité. Il sera plus capacitaire, il pourra emporter plus de monde. On voit que ces sujets de capacité sont absolument clés. Et surtout, il est plus écolo. D'abord, il émet beaucoup moins de gaz à effet de serre. Il consomme moins d'énergie parce qu'il a un profil, je ne sais pas si vous avez vu son nez, très aérodynamique. Donc, il pénètre dans l'air. Il est moins lourd. Donc, s'il est moins lourd, il consomme moins d'énergie. Et puis, il est recyclable à 97%. C'est absolument génial. Quand vous savez qu'un train, ça dure 40 ans. Donc, pendant 40 ans, vous ne prenez pas de ressources dans le sous-sol. Oui. Et à la fin de vie de ce matériel, 97% de ses composants seront à nouveau utilisés pour refabriquer un nouveau TGV. Il arrive quand ? Il arrive en 2025, voilà, donc Alstom est un petit peu en retard, mais bon, on aurait préféré l'avoir un peu plus tôt. Bon, voilà, ça peut arriver d'avoir des problèmes industriels. Il nous tarde vraiment que ces trains arrivent. C'est pas un train qui va plus vite, hein. Il est plus écolo, mais il ne va pas plus vite. Oui, c'est parce qu'il est écolo, parce qu'il roule à 320 km/h, ce qui est déjà très rapide, c'est une Formule 1 quand même, ça va déjà très vite. Et pour aller plus vite, ça aurait justement entraîné de consommer plus d'énergie. Je pense que c'est un bon compromis. Faire Paris-Marseille en 3 heures, par exemple, c'est pas si mal. Pour aller gagner 5 ou 10 minutes ou un quart d'heure, ça aurait été beaucoup plus d'énergie consommée. C'était pas une bonne idée. Tiens, à propos d'énergie, hier, Emmanuel Macron a reparlé une fois de plus de l'hydrogène naturel notamment, pour différents besoins. Les trains à hydrogène, c'est pour bientôt sur les rails ? Le train hydrogène, moi j'y crois beaucoup parce que vous savez, on a encore, bon, la plupart des trains sont électriques en France, hein, mais on a 85% des trains électriques. On en a encore quelques-uns qui ne sont pas électriques, qui sont thermiques, comme on dit, mais ils marchent au diesel. C'est du diesel, oui. Voilà, c'est du diesel dans les petites lignes, un peu à la campagne, voyageurs et marchandises. Bon, ça ne peut pas durer. En 2050, zéro émission nette, il faudra avoir trouvé une solution. On ne va pas mettre des caténaires, ça coûte trop cher d'installer des caténaires, le trafic n'est pas assez important. C'est le train qui doit plus être diesel, qui doit être motorisé différemment. Bon, à court terme, on a des solutions comme les voitures, hein, hybrides, batteries, mais à moyen terme, d'ici 8, 9 ans, 10 ans, on aura des trains à hydrogène. Je suis convaincu. Les moteurs existent déjà. Le vrai défi industriel, c'est la production d'hydrogène massive, verte, bien sûr. Hein, mais il y a des tests d'ici 8-10 ans, parce que 8-10 ans, c'est dans longtemps. Oui, il y a des tests, bien sûr. Il y a déjà des espèces de prototypes qui existent. Hein. Alstom a mis au point un train qui roule en Allemagne. On est en train de travailler sur des prototypes avec 4 régions, hein, sur des Régiolis, qui sont un train régional très, très moderne, version hydrogène. Hein. C'est Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Voilà, donc ces trains vont arriver dans 1 an, 2 ans, 3 ans. On aura vraiment des transporteront des voyageurs. Hein, ce sera, oui. Train de voyageurs. Mais ça va coûter plus cher. L'Allemagne, par exemple, qui est en avance sur nous pour les trains à hydrogène, y est allée à fond et maintenant elle ralentit parce que ça coûte effectivement trop cher. Le problème de l'industrialisation, pour le moment, c'est la mise au point des prototypes pour montrer que ça peut marcher, j'allais dire. Mais je suis convaincu que ça va marcher. Ça va être la capacité de produire. Et c'est là où il faut quelques années de plus, massivement de l'hydrogène partout sur le territoire, des espèces de stations de service à hydrogène qui permettront de recourir à cette technologie. Par exemple, en Occitanie, la réouverture de la ligne Montrégeau-Luchon, la région a décidé de le faire avec des trains à hydrogène. Voilà, donc c'est vraiment des projets très concrets sur lesquels on est engagé. Moi, l'hydrogène, j'y crois. Jean-Pierre Farandou, il y a un sujet dont tout le monde parle aussi en ce moment, c'est l'intelligence artificielle qui est de nature à bouleverser tous les secteurs économiques. Pour la SNCF, ça va changer quoi ? Est-ce que, par exemple, le pilotage des trains pourrait bientôt être confié à l'intelligence artificielle ? Sur quoi on travaille ? L'intelligence artificielle, en fait, c'est la data, hein, c'est la manière dont on compile les données, on crunch les données, comme on dit, avec des algorithmes, hein, par exemple, tout part de là. La première application qu'on commence déjà à faire, c'est ce qu'on appelle la maintenance prédictive. En fait, vous observez des organes avec des capteurs, vous observez des phénomènes physiques, ça chauffe, ça vibre, c'est anormal. Et quand vous repérez ça, vous faites des corrélations avec les pannes, et donc vous intervenez sur l'organe qui commence à avoir des difficultés avant qu'il tombe en panne. Quand vous généralisez tout ça au matériel roulant, à l'infrastructure, ça veut dire 0 panne. Donc le bénéfice client, c'est beaucoup plus de régularité. S'il n'y a plus de panne technique, vous imaginez, la régularité va gagner 4 ou 5 points. Voilà, donc c'est un énorme avantage. Après, la question du pilotage, alors c'est peut-être rien à voir avec l'intelligence artificielle, encore que le pilotage automatique des trains, c'est pour bientôt ? Non, le pilotage automatique, il faut faire attention. Enfin, je pense que l'assistance à la conduite, oui. Je pense qu'on ait des éléments qui vont aider le conducteur à être encore plus performant quand il conduit, ça oui. Et d'ailleurs, sur le futur système d'exploitation qui permettra d'améliorer la circulation des trains en Ile-de-France, il y a bien cette composante d'assistance à la conduite dans les parties les plus denses pour augmenter la cadence et aider le conducteur à tenir un niveau de fiabilité important. Donc ça permet d'avoir plus de trains sur un même tronçon et donc d'augmenter la cadence. C'est ça, c'est de repousser le seuil de saturation. Exactement. On est clients, nous tous, et d'ailleurs je vous disais que je regardais cette nuit là, les tarifs. Comme client, on est essentiellement confronté à des écrans quand on s'adresse à la SNCF, à des applis, à des robots conversationnels. Ça n'a pas distendu les liens avec les voyageurs ?
La question du lien est importante. Surtout que voyager, c'est un lien physique. Hein. On donne sa personne à un transporteur ferroviaire, en l'occurrence. On passe dans une gare, on est dans un train dont le lien est très physique. Ce lien, il existe. On a du personnel à bord. Par exemple, les chefs de bord, je crois que tout le monde constate qu'ils ont vraiment une attitude de plus en plus commerciale. Hein. Je crois que c'est ressenti par l'ensemble de nos voyageurs. Donc, on est très attentif à avoir un lien personnel avec nos voyageurs, à ne pas le rompre. Sur les systèmes de vente, c'est le progrès du digital et de la technologie. Donc, il y a de plus en plus de ventes. On est presque à 80-90% des ventes TGV qui se font sur le digital. Ça n'empêche pas qu'on peut encore appeler au téléphone. Ça existe. Hein. Voilà, donc c'est un lien par la voix et on a encore quelques bureaux de vente. Voilà, donc on est attentif à ça, ne serait-ce que parce qu'on sait qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment un peu adverses au digital. Donc elles sont peu nombreuses, mais elles existent. Il faut absolument conserver le lien. En tout cas, vous savez, l'humain pour nous c'est très important. Ça fait partie des 4 éléments de transformation de l'entreprise. On l'a dit en interne avec le social, mais aussi, j'allais dire, avec nos clients. On veut absolument conserver un lien humain. On a parlé dans les trains de nuit. Cette relation humaine est une composante intrinsèque du service ferroviaire. On vous laisse partir Gare de l'Est alors pour l'arrivée du Berlin-Paris, c'est ça ? Oui, je vais y aller avec grand plaisir parce que c'est un jour de fête un peu aujourd'hui et je crois qu'ils ont fait la fête à bord. Ils ont fait la fête dans le train, visiblement, c'est ce que nous raconte Sébastien Baer. Voilà, sans mieux, si on associe le ferroviaire et la fête, c'est une bonne nouvelle. Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, merci d'avoir été avec nous ce matin sur France Info.